Emmanuelle Soundiata, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci Marie. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors tu es styliste, éco-designer et fondatrice du concept Marée-Tête, ou l'art de nouer le tissu dans ses cheveux. Alors cela donne bien évidemment des compositions magnifiques, nous allons le voir, mais à l'origine, il s'agissait bien d'un acte de résistance. Et avant justement de découvrir quelques clichés de ton travail artistique, tu partages avec nous ton proverbe fétiche, c'est graine d'iri qui a fait sac d'iri. Oui. Pourquoi celui-ci en particulier ? Je pense effectivement que toutes les petites réussites, aussi minimes qu'elles soient, en fait, elles sont importantes à prendre en considération et forcément, tôt ou tard, elles nous amènent à atteindre nos objectifs. Et moi, mon parcours, même s'il n'est pas encore terminé, mais c'est ce que j'ai pu observer dans mon cheminement. Il faut prendre toutes les petites réussites. Toutes les petites victoires. Voilà, toutes les petites victoires, elles comptent. Et c'est elles-mêmes qui vont vous façonner après pour pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus grands et travailler sur des valeurs comme l'assiduité, la persévérance, la ténacité aussi. C'est important. Alors sans plus attendre, on va tout de suite découvrir des clichés, des shootings que tu organises après avoir justement noué la tête de tes modèles. Alors, on peut dire que tu es tombée dans la pratique du marée-tête un peu par hasard, puisque adolescente, tu as eu une mauvaise expérience avec un défrisage, ce qui t'a amené à te couvrir en fait les cheveux pour cacher les dégâts. Mais à l'époque, tu n'étais pas du tout dans la conscientisation de ce geste de t'attacher la tête. Pas du tout. Bon, voilà, j'étais adolescente, j'ai voulu adopter une coiffure qui était très actuelle à l'époque. Et donc, effectivement, j'ai fait un défrisage. J'ai laissé un petit peu trop longtemps sur la tête. Ça m'a créé de lourds dégâts. Et il fallait que je puisse trouver un style qui me permette d'aller au lycée sans laisser apparaître cette catastrophe capillaire. Fallait cacher la misère. Voilà. Sauf que contre toute attente, en fait, ton nouveau look fait mouche. Et alors même que tu travailles aussi dans un concept store à Paris, à l'époque, les clientes commencent à te demander des conseils justement pour attacher leurs cheveux. Effectivement, étudiante. Donc j'avais déjà bien élaboré des techniques puisque ça a commencé adolescente. De fil en aiguille, je l'ai adopté, je l'ai fait mien. Et arrivée étudiante, j'avais des styles que je portais facilement, aisément. Je portais le marée-tête avec le jogging, avec le jean. Donc j'arrivais à associer facilement le marée-tête avec différents styles du quotidien moderne, de manière contemporaine. Et j'ai été vendeuse pour un concept store à Châtelet. Et je vais arrêter de dire effectivement, mais il est vrai que les clientes m'interpellaient pour mon style. Notamment la coiffe, le marée-tête. Et elle souhaitait savoir comment je réalisais ce genre de coiffe et qui tenait toute la journée, qui me donnait un joli port de tête. Et c'est de là que j'ai commencé à lancer, au début ça s'appelait pas marée-tête, oui. Ça s'appelait atelier turban. Et donc j'ai donné ça notamment dans le 18e arrondissement de Paris. Ça faisait un véritable succès parce que j'étais la première à avoir lancé ce concept-là, c'était en 2008. Tu m'avais dit oui, de 2008-2009. Voilà. Et j'ai eu envie de rentrer en Martinique. Et c'est de là, avant même de rentrer en Martinique, que j'ai commencé à réfléchir comment amener le marée-tête en Martinique. Donc, sachant que, sans vouloir t'interrompre, j'apporte une précision. Oui. Lorsque tu lances tes premiers ateliers à Paris, tu as plus une clientèle africaine d'ailleurs que antillaise. Voilà. Donc d'où le fait que lorsque tu rentres au pays, tu te dises mais en fait le marée-tête c'est totalement caribéen. Voilà. Donc que faire pour que les femmes antillaises se le réapproprient ? Oui, et c'est vrai ce que tu dis. C'est une clientèle essentiellement africaine. Donc je faisais beaucoup de modèles avec les turbans unis, mais aussi avec le wax. Et ce qui m'intriguait, c'est de voir que pourtant il y a une forte communauté antillaise à Paris et elle ne se sentait pas concernée par les ateliers. Et c'est là que je me disais, mais il faut... qu'est-ce qui fait que ça ne leur parle pas ? Donc j'ai commencé à me poser la question. Nous-mêmes, Caribéens, nous avons aussi ce réflexe, cette pratique de s'attacher les cheveux. Sans savoir d'où ça vient. Voilà. Quelle est la raison ? Et qu'est-ce que ça signifie chez nous ?
Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Voilà. Et tes recherches donc, te ramènent en fait en Louisiane, au XVIIIe siècle, où à l'époque, en fait, la loi dite du tignon ou du chignon, ça dépend, oblige les femmes noires libres à se couvrir les cheveux sous un foulard, donc finalement à ramasser leurs cheveux vers le bas. Sauf qu'elles décident de détourner cette loi en les attachant vers le haut et finalement donc en inventant le maré-tête qui reste pratiqué 3 siècles après. Mais c'est là qu'on voit qu'au départ, c'était vraiment un acte de résistance. Voilà. Alors, je tiens à préciser, effectivement, c'est en Louisiane que la loi Tignon elle a pris naissance. En fait, le mot tignon, c'est le nom qu'on donne au tissu avec lequel on se drapait les cheveux. Et il est vrai qu'on devait s'attacher les cheveux vers le bas. Voilà, signe de soumission, etc. En fait, le but était d'astreindre les femmes à ne porter de moins d'attention particulière à leur physique. Mais ça donnait naissance à des modèles comme la bamboche, la coiffe pain de sucre. Il n'empêche, tout cela était plus ou moins écrit, bamboche, coiffe, pain de sucre, dans les livres d'histoire, parce que ça fait partie d'un bloc de lois qui s'appelle les lois somptuaires, qui sont des lois discriminatoires, qui concernaient aussi les hommes et qui concernaient aussi la tenue vestimentaire, le port de certains bijoux, etc. Très codifié. Voilà. Mais là où moi j'ai porté le regard, c'est que je me suis dit, effectivement, on a la bamboche, la coiffe, pain de sucre, mais le geste, ce mouvement qui permet justement de draper nos cheveux, de l'art de nouer le turban. Sans attache, en fait. Voilà, sans attache. On n'en parle pas, alors que c'est ce geste-là qui est un geste de résistance. C'est ce geste-là qui est un acte de sororité, parce que toutes les femmes caribéennes, elles adoptaient ce mouvement-là. Et c'est là que je me suis dit, mais nous tous, on est là en train de s'attacher les cheveux, mais on ne se rend pas compte que le geste est important. Au même titre que dans le belay, il y a une posture, au même titre que le tambouillé aussi, il y a une posture, et bien les femmes caribéennes, elles ont aussi lutté au travers de ce geste contre un système, contre un ordre établi, un système colonial. Donc en fait, à partir de ce moment-là, quand tu as découvert cette histoire, tu as souhaité la partager avec le plus grand nombre. Donc voilà, pour que les femmes sachent ce que signifie véritablement le maré-tête. Et en fait, qu'on ne s'arrête plus uniquement à la dimension esthétique. Voilà, c'est-à-dire que l'esthétisme, bien sûr, toute femme veut être jolie, toute femme veut être... Et les maré-têtes, en l'occurrence, qu'on a vues, sont magnifiques. Oui, ça, il n'y a pas de débat. Mais là où c'est important, c'est de savoir l'histoire. C'est de décortiquer. Effectivement, il y a eu pas mal de révolutions. Tout ce qui a fait du bruit, on l'a noté, mais il y avait aussi une révolution silencieuse qui a été faite au travers le langage du vêtement. Et c'est là que je me dis, il faut que les femmes caribéennes, elles le savent, pour se rapproprier le maré-tête, parce que le maré-tête n'a pas été porté par les femmes esclaves, parce qu'elles n'étaient pas concernées. Des femmes libres. Voilà, puisque elles-mêmes, elles étaient concernées par le code noir, alors que le tignon, parce qu'on ne va pas trouver le mot maré-tête dans les livres d'histoire, c'est le tignon, c'était réellement des lois qui étaient là qui concernaient l'ensemble des citoyens. Donc elles étaient considérées aussi comme des citoyens, elles faisaient partie des citoyens, simplement qu'il y avait des discriminations qui étaient faites. Il y avait des castes. Voilà, des castes, exactement. Et donc, je voulais qu'elles comprennent que, d'une part, le maré-tête n'était pas porté par les esclaves et que aussi c'était un acte de résistance, c'était un acte qui prouvait leur ingéniosité, leur créativité et une révolution silencieuse. Une rébellion subtile. Pour qu'elles se l'approprient. Alors, aujourd'hui, en 2025, tu dresses également des passerelles avec les autres cultures. On va découvrir toute une série que tu as réalisée au Japon, où tu as passé 15 mois. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où on parle beaucoup d'appropriation culturelle. En voyant ton travail, justement, et les ponts que tu dresses, j'ai envie de te poser la question, toi, quel est ton regard, justement, sur... finalement, tu démontres qu'on peut tout à fait lier deux cultures et que ça peut juste faire transpirer le meilleur des deux. Tout à fait. En fait, moi, je suis profondément ancrée dans mon identité en ayant la tête connectée au monde. Et l'art a vocation à créer des ponts. J'étais avec une équipe de Japonais, on ne parlait pas... On avait un anglais approximatif. Moi, j'avais aussi... j'ai des notions en japonais, mais ce sont que des notions. Donc, c'était que l'art, le seul langage, le langage universel. Le Japon, c'est un archipel au même titre que nous. Eux, ils ont une posture de colonisateur. Nous avons une posture où nous avons été colonisés. Donc, c'était vrai que c'était intéressant de voir comment eux, ils abordent leur esthétisme par rapport à leur espace géographique et nous-mêmes aussi, comment nous nous plaçons dans notre espace géographique pour
comprendre ce qui est intéressant de prendre chez eux et ce que nous, ils peuvent aussi prendre chez nous pour créer un équilibre, une harmonie. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi au Japon, c'est qu'ils sont ouverts d'esprit et que l'art est élevé au rang de sacré. Oui, c'est une philosophie aussi voilà. chez eux. Donc, ils ne sont pas dans l'idée de s'accaparer ou de se l'approprier. Ils veulent partager, échanger, apprendre à découvrir une nouvelle culture. Et c'est de là qu'en fait, le pont se fait, parce qu'il y a le respect. Voilà. Tu crées également des marées-têtes pour les hommes. Oui. On va aussi découvrir quelques-uns de tes modèles. On aurait pu peut-être naïvement penser que, justement, au vu de son histoire, que cette pratique était exclusivement féminine. Alors, est-ce que du coup, c'est toi qui, finalement, l'a étendue chez ces messieurs, ou bien est-ce que c'est aussi le reflet d'une vérité historique ? Non, effectivement, c'est moi qui ai pris cette initiative parce que tout Caribéen doit être ambassadeur de toute pratique culturelle de chez nous. Et puis, je pense, je t'ai parlé de Gerald Gibbs, qui est un artiste peintre américain de Baltimore. Et en fait, cet artiste peintre, son but, c'est de réhabiliter l'homme noir dans son humanité, notamment de le défaire des clichés de violence. Et puis, on va découvrir d'ailleurs l'une de ses œuvres, vu qu'effectivement, c'est l'artiste que tu as choisi de mettre en valeur. De le placer en fait en tant que père, fils, frère, voilà, dans une vie de normalité, je dirais, voilà. C'est ça. Et puis, pour compléter un peu ce que tu dis, c'est vrai qu'il a peint les habitudes aussi des Noirs américains. Voilà, la vie quotidienne. En dehors, des clichés, parfois brutaux, qui sont notamment véhiculés par les médias. Et qui sont fausses, en fait, qui ne correspondent pas à la réalité, qui correspondent à un point de vue, d'une dominance, d'un système, quoi. Et moi, je n'ai pas copié sur son travail, je ne le connaissais pas auparavant, je l'ai découvert que récemment. Et j'ai compris que lui et moi, nous avons à peu près la même démarche, c'est-à-dire déconstruire les représentations visuelles stéréotypées. Et donc, amener à se poser la question, qu'est-ce que la masculinité, la virilité chez nous ? Est-ce que c'est s'habiller d'une certaine manière? Est-ce que c'est un certain langage? Est-ce que c'est parce qu'on porte le maré-tête qu'on perd sa masculinité? Ou justement, est-ce que adopter sa féminité, c'est aussi faire preuve de virilité, finalement, d'assumer sa virilité. Exactement. Mon travail aussi sur les femmes, c'est montrer que la femme caribéenne n'est pas seulement en maillot de bain, qu'elle peut être jolie et sexy, pas uniquement en maillot de bain, mais autrement, avec une vision qu'elle a englobant l'ensemble de son corps, c'est-à-dire prenant conscience de sa morphologie, de ses goûts. Oui, parce qu'à noter aussi que tu travailles avec tout type de modèles. Et ça aussi, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce qu'on retrouve vraiment tous les physiques qui existent, tout à fait. toutes les personnalités qui existent. Tout à fait, parce que je fais également le vêtement. C'est une technique que j'ai créée qui s'appelle le body wrap. Donc, c'est du tissu noué autour du corps. Sans attache également. Sans attache, voilà. Et donc, le vêtement n'est pas contrarié. Je respecte la morphologie de la femme et avec les éléments de la nature. Donc c'est vraiment intégrer la femme dans son bel écrin, la femme caribéenne dans l'écrin dans lequel elle appartient, sans forcément tomber dans des clichés de la femme en maillot de bain. Et de la femme objet. La femme ? De la femme objet. C'est-à-dire que tu ne tombes pas dans le cliché de la femme objet. Voilà, c'est ça, exactement. Et aussi, dans l'ensemble, c'est aussi nous poser la question de ce qu'est l'identité. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de notre identité caribéenne, on a tendance à revenir sur des photos en noir et blanc d'antan longtemps, alors que l'identité, sa vocation, c'est d'évoluer avec sa population, c'est d'évoluer avec son peuple. Si on ne crée pas de visuel à l'heure actuelle, on ne va pas sans cesse retourner dans les livres d'époque pour parler d'une Martinique qui n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Aujourd'hui, l'identité martiniquaise, elle doit être proposée et construite par les Martiniquais d'aujourd'hui. Donc c'est à ça que consiste mon travail, c'est-à-dire réellement réhabiliter notre identité, construire la Martinique de demain, proposer une vision de la Caraïbe qui soit positive, belle, dynamique, parce que c'est ce qu'elle est. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas partager le fruit de ta réflexion et ton travail prochainement au Raid des Alizés. Tout à fait. Donc pour ceux qui veulent découvrir ton travail, ils pourront te suivre à cette occasion. Merci beaucoup Emmanuelle d'être venu partager ta passion avec nous sur ce plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.